Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Might and Reason. Cette fois-ci, une bataille historique, la bataille de Kolin en 1757 opposant les Autrichiens aux Prussiens. Alors, voici les ordres de bataille, donc je les ai, pour le coup, c'est pas les miens, je les ai simplement récupérés du site de l'auteur, que je recommande fortement, dans sa section téléchargement sur internet. Bien, vous avez plein de batailles pour Might and Reason avec des scénarios tout faits, avec les ordres de bataille. Alors ils sont pas tout à fait pareils que ceux de Obscure Battle, je sais pas lesquels sont justes au niveau des commandants et des compositions d'unités. D'habitude je me réfère plus à Obscure Battle quand je fais des grandes batailles. Ici, j'avais un truc tout prêt, j'ai pris celui du site de l'auteur. Ça me semble pas mal en termes de nombre d'unités. Le seul truc qui me paraissait bizarre, c'est qu'il manquait de l'artillerie. Donc j'ai rajouté des canons. Il y avait quand même pratiquement 250 pièces sur le champ de bataille, donc je sais pas pourquoi ils n'en ont pas mis, mais en tout cas, moi j'en ai mis. Voilà. Et donc je joue tout seul, donc voilà. Vous êtes prévenus, il y aura peut-être un jour un deuxième bataille de Kolin en vidéo, en grand format, qui fera peut-être doublon, mais bon, voilà, peut-être avec ce système, peut-être pas. On continue. Le contexte historique de la bataille. Les troupes de Daun occupent déjà les hauteurs lorsque Frédéric II et son armée sont en vue. Le général Nadajdi et sa cavalerie légère observent l'avant-garde prussienne sur la route. Tandis que les Croates tiennent le village de Krekshorts, à l'extérieur de celui-ci, une batterie se tient prête. Les colonnes de Colloredo et de Starrenberg arrivent pour renforcer les troupes déjà sur les hauteurs. Au-dessus du village de Schosenitz, une batterie autrichienne est prête à bombarder les Prussiens en contrebas. De l'autre côté de la rivière, la cavalerie de Stampar, qui a reçu l'appel du Feldmarschall, arrive sur le flanc gauche autrichien. Le général Zieten est à l'avant-garde prussienne, mais les ordres du roi vont mettre du temps à lui parvenir et provoquent un certain flottement dans les rangs de ses hussards. Derrière, le reste de l'armée s'alignait le long de la route, encore en formation de marche. Au centre, la brigade d'infanterie Bevern. Intercalés au milieu de l'infanterie et des pièces d'artillerie attelées que l'on pousse vers l'avant, les dragons de Hülsen sont les premiers à se mettre en formation de combat. Le gros de l'infanterie prussienne sous le commandement du prince Moritz se trouve autour du roi Frédéric, et la cavalerie lourde de Penaver ferme la marche. C'est alors que le grondement des canons autrichiens emplit l'air. Depuis son quartier général de Bristvie, le maréchal Daun donne l'ordre de tir et le déluge de fleux et de fer tombe sur l'armée prussienne. Fidèle à sa tactique agressive, le roi de Prusse ordonne l'attaque et ses régiments se mettent rapidement en marche vers les collines. À l'est, l'assaut agressif des Austro-Hongrois surprend les hussards prussiens de tête, qui sont pris de flanc et subissent des pertes importantes. L'artillerie autrichienne continue de faire feu sur l'ennemi. Autour de Schosenitz, le général Marschall encourage ses hommes. La cavalerie de Hülsen se lance à l'assaut en fer de lance, de même que les colonnes de Bevern. Ils subissent cependant un feu nourri. Bevern et ses hommes subissent de lourdes pertes dans leur progression. Les grenadiers notamment sont fauchés par les boulets autrichiens. Mais les dragons de Hülsen poursuivent malgré tout, et tombent sur les mousquetaires autrichiens. Ces derniers encaissent le choc difficilement, mais parviennent à repousser les cavaliers prussiens. Le second régiment de dragons échoue à prendre la batterie devant Bristvie, que ses artilleurs parviennent habilement à réatteler, non sans avoir causé des dégâts dans les rangs de l'ennemi. Tandis que l'assaut des dragons prussiens est contenu, les cuirassiers de Penaver contournent Schosenitz. Le reste de l'infanterie s'approche de la colline. En revanche, la confusion règne dans l'avant-garde prussienne, et le général Zieten ne parvient pas à restaurer l'ordre et à réorganiser ses escadrons qui sont attaqués sans relâche par les hussards ennemis. La situation se complique encore davantage quand les cavaliers de Colloredo descendent la colline en renfort. Bien dissimulés qu'ils sont derrière un nuage de Grenzer et de Pandour qui harcèlent les colonnes prussiennes.
Pendant ce temps au centre, les batteries autrichiennes de la seconde ligne se sont toutes tournées vers les impétueux dragons prussiens. Plus bas, les escadrons de Starhemberg se mettent en formation de combat. Stampar, quant à lui, a reçu l'ordre d'attendre et d'engager l'ennemi dans un assaut coordonné. L'infanterie de Moritz traverse les champs devant Chosenitz, tandis que 2 colonnes de grenadiers suivent les dragons de Hülsen. Les Autrichiens sont cependant bien en place. Et les troupes légères des Habsbourg débordent l'avant-garde prussienne. Arrivée à quelques encablures des hauteurs, la seconde ligne de dragons subit de plein fouet les salves de l'infanterie et de la grande batterie autrichienne. Les cuirassiers de Penavert se trouvent également pris sous le feu devant Chosenitz. À l'est, la situation est très confuse. Les colonnes de Bevern sont harcelées par les Pandours et les Grenzer. L'artillerie prussienne parvint à tirer une salve sur les hussards autrichiens qui foncent sur eux, mais ne parvient pas à les dérouter et à les percuter. Avisant les cavaliers de Stampar, Penavert réfrène ses hommes, comprenant qu'on l'incitait à rentrer dans une nasse. Starhemberg est effectivement prêt. Tandis que son régiment de pointe finit d'anéantir la batterie prussienne, Nadajdi encourage ses hommes à poursuivre leur attaque. Encouragés par Zieten, les Prussiens parviennent à tenir, même s'ils subissent des pertes. Alors que la fumée des mousquets des Grenzer se disperse, les grenadiers de Bevern aperçoivent trop tard les chevaux légers ennemis qui percutent le flanc de leur colonne. Il faut la présence directe de Bevern pour éviter la catastrophe. Les cavaliers autrichiens se replient victorieux, mais les grenadiers ne sont pas déroutés pour autant. Au centre, les dragons prussiens poursuivent l'assaut et parviennent à faire taire une batterie autrichienne. La seconde leur échappe cependant. Les mousquetaires de Bevern lancent un premier assaut sur Bristvy, mais ils sont repoussés. En contrebas du village, le roi Frédéric a fait dételer son artillerie en urgence pour faire face aux hussards ennemis. Les grenadiers de Bevern forment donc une ligne à la hâte, mais les escadrons de Zieten, encore désorganisés par l'attaque dont ils sont victimes, sont incapables de poursuivre les agiles cavaliers de Nadajdi. Au centre, le régiment de dragons de Hülsen devant la colline se replie pour se rallier. Hülsen lui-même, désorienté par la fumée des mousquets, se retrouve isolé avec ses aides de camp sur la colline. L'infanterie de Bevern est étrillée par les tirs d'artillerie et la mousqueterie des Grenzer. En revanche, les grenadiers de Moritz sont désormais en première ligne et encaissent courageusement la mitraille et la mousqueterie autrichienne, mais en retour, leur salve précise et rapide déroute un des régiments de Marschall. L'élite prussienne a cependant payé cher son exploit. Les Autrichiens dans et autour de Chosenitz ont cependant plus de réussite et causent des pertes aux cuirassiers prussiens. À l'est, Nadajdi rassemble ses troupes pour continuer l'assaut. Les hussards autrichiens continuent leur harcèlement. Un régiment transperce les lignes ennemies et emporte une seconde batterie prussienne. Ils sont cependant isolés et vulnérables désormais. Sortant enfin de sa torpeur, Zieten fait charger 2 régiments de hussards contre ceux de Nadajdi. Mieux rompus à la charge frontale, les Prussiens causent de lourdes pertes, mais insuffisantes pour mettre l'ennemi hors des routes. Devant Bristvy, la fumée des mousquets a encore en partie masqué la charge des cuirassiers autrichiens de Colloredo, qui percutent violemment les grenadiers de Bevern. Une fois encore, seule la présence de leur général leur permet de tenir. Bevern fait reculer sa ligne d'infanterie pour former un coin, afin de bloquer la poussée à gauche, le temps de permettre à son autre régiment de prendre Bristvy. Devant Chosenitz, la canonnade intensive des Autrichiens a stoppé la poussée de l'infanterie du prince Moritz. À l'ouest, les cuirassiers autrichiens de Starhemberg chargent ceux de Penavert. Après une mêlée indécise, les Autrichiens se replient pour se reformer. Le général prussien entame un repli. Raisonnant qu'à 2 contre 1, il valait mieux gagner du temps et fixer la gauche ennemie. Les Prussiens reprennent l'initiative et les grenadiers de Moritz parviennent à désorganiser une partie de la batterie autrichienne avec leurs salves. L'assaut initial sur Bristvy a été repoussé, mais ce dernier et les salves disciplinées de l'infanterie de Bevern a considérablement affaibli les défenseurs.
Frédéric fait habilement pivoter son artillerie et cette dernière massacre les hussards autrichiens à coups de mitraille. Le combat de cavalerie à l'est se poursuit. Zieten comme Nadajdi mènent leurs troupes personnellement. Les mêlées restent furieuses mais indécises. En revanche, les deux généraux meurent dans ce combat sans merci. Non loin, l'assaut des fantassins de Bevern est enfin couronné de succès, et les Prussiens chassent les Autrichiens de Brisvie. Le maréchal Daun échappe de peu à la capture. Certains de ses aides de camp n'auront pas la même chance. Non loin, Ulsen et le régiment de dragons qui s'étaient aventurés de l'autre côté de la colline reviennent à la demande du roi Frédéric, et la brigade se regroupe. Plus haut, sur les hauteurs de Chosenitz, les grenadiers-gardes de Moritz chargent la batterie autrichienne. La mitraille emporte plusieurs soldats, mais une partie des canons est emportée. Dans le même temps, le reste de l'infanterie prend Chosenitz d'assaut. Les Autrichiens parviennent de justesse à repousser l'ennemi. Afin de les soulager, le général Stampar prend l'initiative d'une charge de cuirassiers et de dragons, mais Penaver leur bloque le passage. Après un bref combat, l'attaque est un échec et les Autrichiens doivent se replier. Par voie de conséquence, les défenseurs autrichiens de Chosenitz finissent par perdre pied et s'enfuir en déroute. Au-dessus du village, les combats se poursuivent. Les grenadiers tentent de prendre le reste de la batterie autrichienne, mais les artilleurs ont anticipé et parviennent habilement à réatteler et s'échapper, non sans avoir tiré un coup de mitraille dévastateur dans le régiment d'élite, qui est également pris pour cible par l'infanterie de Marshall. Malgré cela, les troupes du prince Moritz investissent Chosenitz. Plus à l'ouest, profitant du repli ennemi, Penaver fait charger ses cuirassiers contre les dragons autrichiens, mais ne parvient pas à les briser. Les cavaliers se replient et se regroupent. Pour le moment, l'aile de cavalerie lourde prussienne tient en respect bien plus d'ennemis. Mais les Autrichiens ne leur laissent pas de répit et contre-attaquent immédiatement. À l'est, les hussards prussiens encore en état chargent. Un régiment percute les Grenzer et leur cause de lourdes pertes sans parvenir à les écraser. Le second tente une charge sur le flanc des cuirassiers de Colloredo qui venaient de se rallier. Mal leur en prend. Malgré la surprise, les Prussiens sont taillés en pièces. Sur la colline, un des régiments d'infanterie autrichiens charge le flanc exposé des grenadiers-gardes. C'en est trop pour l'élite du roi de Prusse qui est massacrée. Pendant ce temps, devant Bristvie, l'infanterie épuisée de Bevern subit une nouvelle charge de la cavalerie autrichienne. Les chevaux légers et les dragons percutent le mur de baïonnettes prussiennes. L'assaut n'est repoussé que difficilement. Les cavaliers autrichiens se regroupent derrière leurs lignes. Dans le même temps, l'infanterie du même Colloredo, sous le commandement du maréchal Daun lui-même, lance un assaut déterminé pour reprendre Bristvie. L'assaut est coûteux et repoussé, mais le régiment prussien qui défend le village sous la supervision de Bevern en personne est déjà très affaibli. L'infanterie autrichienne ouvre le feu sur les mousquetaires de Bevern déjà grandement ébranlés et les met en déroute. De l'autre côté du village, le second régiment de grenadiers de Moritz échange des tirs avec les fantassins de Marshall. Daun a fait dételer son artillerie en repli à l'arrière de la colline, et elle pilonne désormais Bristvie. Le maréchal envoie à nouveau son infanterie à l'assaut. Pendant ce temps, en bas de la colline, les grenadiers de Bevern lâchent pied à leur tour. Les dragons autrichiens se jettent dans la brèche et leurs homologues prussiens parviennent à esquiver l'assaut de justesse. Le roi Frédéric a fait pivoter son artillerie et pilonne les cuirassiers ennemis, mais sans grand résultat. La situation devient difficile. La gauche prussienne est en passe d'être tournée. Le roi lui-même n'est plus défendu que par les dragons de Ulsen, et Bevern est désormais isolé dans Bristvie. Les cuirassiers de Colloredo chargent les hussards prussiens. Trop lents à réagir, ces derniers sont vaincus. Le général Marshall, pensant l'assaut prussien vacillant, décide de pousser son infanterie en mêlée. Un régiment prend d'assaut Chosenitz, le second dévale la colline pour en découvrir avec les grenadiers. Mais cette attaque est prématurée. Les deux régiments sont défaits et obligés de se replier. À l'ouest, Penaver voit avec horreur une nasse de cavalerie se refermer sur lui. Il n'a d'autre choix que de se replier dans le goulet entre Chosenitz et Blinka pour espérer fixer Starhemberg et Stampar. Mais cela ne pourra pas durer éternellement. Le roi se tourne alors vers le prince Moritz pour qu'il prenne enfin les hausteurs de Chosenitz.
Le prince prend lui-même le commandement des grenadiers et lance un assaut sur l'infanterie autrichienne en repli. L'offensive est indécise. Les Autrichiens subissent des pertes importantes mais tiennent bon. Une balle atteint le prince à la tête et il meurt sur le coup. Il est le deuxième général tombé en ce jour côté prussien. Le général Hülsen, qui dispose encore de troupes relativement fraîches, s'avance à la rencontre de l'ennemi. Son régiment de tête déclenche une charge sur l'infanterie de Colloredo. Mais cette dernière repousse facilement l'assaut. Les dragons prussiens se replient pour se regrouper. Le bombardement impitoyable de l'artillerie autrichienne en arrière-ligne finit par venir à bout des Prussiens dans Briestvie. Les débris de la brigade de Bevern et leur général parviennent à se glisser hors de la bourgade. Alors que la dépouille de leur général est ramenée à l'arrière, les grenadiers de Moritz finissent par disperser les fantassins de Marshall d'une volée dévastatrice. Puis charge et déroute les derniers Autrichiens. La commune au-dessus de Chosenitz est enfin aux mains des Prussiens, qui ont désormais l'opportunité de couper l'armée autrichienne en deux. Devant le village, Hülsen relance l'assaut. Tandis qu'à l'ouest, c'est Stampar et Starrenberg qui parviennent enfin à se coordonner pour un assaut massif. Un des régiments de cuirassiers prussiens est balayé, et le second tient à peine. La cavalerie prussienne est au bord de l'implosion. Pendant ce temps, les deux derniers régiments de hussards prussiens à l'est, privés de leur général, n'arrivent pas à se réorganiser. Les irréguliers autrichiens font preuve de bien plus d'initiative. Une nuée de Grenzer se place à portée de mousquet. L'assaut de Hülsen est à nouveau repoussé, et dans la foulée, les cuirassiers autrichiens surgissent pour les poursuivre, impactant l'arrière-ligne prussienne. L'assaut n'est repoussé qu'avec peine. L'infanterie de Starrenberg et le reste de celle de Marshall sont cependant menacés depuis les hauteurs. Mais le maréchal Daun a déjà anticipé. Il a fait déplacer sa réserve d'artillerie pour casser la tête de pont prussienne. Comprenant la situation, Frédéric II estime qu'il ne lui est plus possible de remporter la victoire. De plus, les deux ailes autrichiennes menacent désormais de broyer son armée. Aussi, le roi de Prusse sonne-t-il la retraite, abandonnant le terrain et la victoire à Daun. C'est donc une importante victoire pour la monarchie des Habsbourg. Alors, la partie se termine donc par une victoire autrichienne à la fin du tour 5. Ce fut plutôt sanglant puisque les deux armées ont subi vraiment beaucoup de pertes et c'est assez conforme, on va dire, à la réalité historique finalement. Même dans le fonctionnement, ça s'est joué à peu près pareil. Les pertes autrichiennes s'élèvent à 8 unités, soit un quart de l'armée, avec un général tué, donc Nadajdi. Les pertes côté prussien s'élèvent également à 8 unités, soit un tiers de l'armée, et 2 généraux tués, Bevern et Zieten. Bref, j'espère que ce rapport de bataille de partie solo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.